Bonjour, je suis Bernard Namblot, journaliste à Universcience.tv. Nous sommes en direct de l'île de la Réunion avec Pascal Chabanet, chercheur à l'Institut de recherche et de développement, avec qui nous allons parler ce soir des récifs coralliens. Pascal Chabanet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes basé à La Réunion, mais vous étudiez les récifs coralliens de toute la région. Quels sont vos lieux d'intervention? Quels sont les lieux que vous étudiez? Donc, dans l'océan Indien, en fait, comme je suis basée sur La Réunion, j'étudie, on va dire que les récifs sur lesquels je travaille en particulier. Il y a Mayotte, qui est un de mes points que je suis depuis quelques années. Il y a Madagascar. J'ai fait une mission l'année dernière aussi aux Maldives. Je dirais que c'est à peu près et puis les îles Éparses aussi, qui est quand même des récifs coralliens qui sont extrêmement intéressants. Alors les îles Éparses, je vais quand même les présenter de manière très rapide. C'est des petites îles qui appartiennent à la France et qui sont interdites d'accès. Donc c'est des petites îles militaires qui sont situées principalement entre l'Afrique et Madagascar dans le canal du Mozambique et qui sont extrêmement intéressantes à suivre pour nous parce qu'il n'y a pas de pression humaine directe. Et du coup, notamment quand on veut suivre l'impact du changement climatique, c'est des lieux absolument privilégiés en fait. C'est vraiment des observatoires de milieux naturels très intéressants du fait qu'il n'y ait pas cette pression humaine directe sur ces récifs coralliens. Oui. Donc voilà, en fait... Ce sont des zones privilégiées, protégées, si j'ose dire, de toute intervention humaine. Mais pour cerner un petit peu le débat, on va commencer très simple. Qu'est-ce que c'est que le corail ? Alors, le corail, donc, c'est un petit animal qui est à la base du récif corallien. Donc, je vais quand même préciser que le corail dont on va parler aujourd'hui, c'est le corail qui construit les récifs coralliens. Donc, on ne parlera pas, par exemple, du corail rouge, du corail noir ou des coraux mous, enfin, de toutes sortes de corail qu'on trouve à la surface de la Terre. Donc, là, ces coraux dont on va parler aujourd'hui, ce sont donc les coraux constructeurs de récifs qu'on trouve uniquement dans les zones tropicales, qui ont besoin d'eau chaude pour se développer. Donc le corail, c'est un petit animal qu'on appelle le polype. Donc ce sont des animaux qui sont minuscules, de l'ordre de quelques millimètres, et qui ont la particularité de vivre en association avec des algues qu'on appelle les zooxanthelles. Ce sont des algues symbiotiques qu'on trouve par milliers en fait dans le polype, dans le tissu du polype. Et c'est cette association en fait entre un animal, le polype, et les zooxanthelles, les algues, qui va donner en fait l'énergie et la force pour que le corail construise son squelette de calcaire. Et c'est cette association, en fait, comme je vous disais, ce sont des animaux qui sont tout petits, minuscules, et on arrive à voir au fil des millénaires et des constructions gigantesques. La barrière, par exemple, la barrière de Calédonie, qui est une des barrières les plus développées au monde, on a 200 mètres de hauteur de barrière récifale. Donc, c'est toujours un petit peu ce qui est impressionnant, c'est de voir à la base ces animaux, cet animal minuscule qui arrive à faire ces constructions gigantesques grâce justement à cette association avec ces algues symbiotiques. Donc ça, c'est la particularité du corail constructeur de récifs, c'est de vivre en association avec ces algues. Et donc, ce qui fait que même dans des milieux qui sont très pauvres en éléments nutritifs, comme on peut trouver dans les zones tropicales, c'est des milieux qui sont pauvres, ils arrivent en fait, chacun apporte à l'autre en fait ce dont il a besoin et c'est un peu la magie de cette association qui donne donc ces constructions extraordinaires que sont les récifs coralliens. Et donc, si j'ai bien compris, un récif corallien, c'est composé essentiellement des squelettes des coraux qui sont superposés les uns sur les autres. Exactement, oui, tout à fait. En fait, l'animal donc fabrique ce squelette calcaire donc au fil des millénaires. Donc une fois que quand l'animal est mort, en fait, il va laisser sur place son squelette de calcaire et donc c'est cette accumulation de squelettes en fait qui donne la barrière de corail en ayant bien dans l'idée que c'est à la superficie qu'un récif est vivant en fait. C'est vraiment dans les couches superficielles
Sinon, tout le reste, c'est vrai que ce sont des squelettes qui ont été laissés au fil des millénaires et qui ont construit cette barrière. Et en fait, la cohésion de ce récif est fait aussi, donc il n'y a pas uniquement le corail qui fait la barrière corallienne, il y a aussi les algues calcaires, des organismes en fait qui vont, notamment les algues calcaires qui ont un rôle très important, qui vont colmater en fait ce système au fil des millénaires et qui va donner cette construction c'est vraiment une barrière. Quand on parle de barrière, c'est quelque chose qui est vraiment qui sert d'ailleurs de barrière. Hein, c'est très important. Cette barrière de corail va servir notamment de protection s'il y a des cyclones, une grosse houle, etc. Donc les vagues qui viennent du large vont être freinées par cette barrière et on va avoir ensuite les vagues qui arriveront vers le rivage qui seront énormément diminuées, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est, par exemple, lors d'un tsunami comme on a pu voir il y a quelques années en Asie, en Thaïlande, entre autres, s'il n'y avait pas eu cette barrière de corail, il y aurait eu vraiment un impact beaucoup plus fort que ce qu'on a pu observer. D'accord, donc en fait une barrière de corail joue aussi un rôle de brise-lames, ce qui au bout du compte pour les humains est extrêmement utile. Exactement. C'est très important d'avoir ce rôle de brise-lames parce que sinon on n'aurait pas un rivage aussi protégé au niveau des côtes des zones tropicales où il n'y a pas de récif, quoi. Mmh. Donc ça, c'est un des rôles que joue cette barrière de corail. Donc ce qui est important, peut-être je vais juste préciser que alors je vous ai parlé de cette association entre l'algue et un animal, hein, donc le polype et les zooxanthelles. C'est une association qui est, pour que ce couple fonctionne bien, en fait, il faut avoir des facteurs environnementaux très précis. Donc je vous ai déjà parlé de la température, hein, puisqu'on les trouve uniquement en zone tropicale. Il y a, donc on va dire en gros entre 20 et 30 degrés. Il y a aussi le fait qu'il y ait des algues dans l'association. Ce sont des animaux donc, qui vivent à très faible profondeur, donc on va dire en gros entre 0 et 30 mètres. Donc c'est pour ça qu'on va trouver ces récifs coralliens près des côtes. Donc ça, c'est aussi un facteur important parce que près des côtes, c'est là où il y a 75% de la population mondiale qui est située sur les côtes. Donc, du coup, ils seront d'autant plus vulnérables avec la démographie galopante ou toutes les constructions qu'on peut faire de plus en plus près des côtes. Ensuite, le facteur important, c'est la salinité. Donc ils ont besoin d'une salinité normale, donc pas de dessalure, notamment lors des cyclones, s'il y a beaucoup d'eau douce qui arrive sur les milieux, les coraux ont horreur de l'eau douce. Donc c'est pour ça notamment qu'en face de ravines, qu'elles soient, même si elles ne sont pas permanentes, vous aurez des passes. Et quand on voit un récif de haut, hein, si vous le survolez en avion ou si vous les voyez même à partir d'un satellite, il y a toujours des passes des passages en fait qui permettent aux bateaux de sortir vers l'extérieur. Ça vient de l'eau douce en fait, des ravines, des rivières, etc. qu'on peut trouver en face. D'accord, c'est la continuation de la ravine, si j'ose dire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que le récif est ouvert, la barrière est aussi, il y a des ouvertures et des passes. Mmh. Donc je vous ai parlé donc de la température, de la lumière, de la salinité. Il y a aussi un facteur qui est relié lumière, c'est la turbidité, en fait, les eaux troubles. Si les eaux sont troubles, en général, on ne trouve pas de corail. Ça peut être aussi un facteur de perturbation si jamais il y a une grosse pluie, de la terre qui va sur ce récif corallien. C'est aussi un facteur de dégradation parce que les algues auront moins de lumière, donc ça c'est signe de perturbation. Et ensuite, le dernier facteur important, c'est le fait d'avoir un substrat stable et solide. C'est-à-dire que le petit polype, quand il va, donc ce sont des animaux qui peuvent se reproduire soit par bourgeonnement, comme vous avez un petit polype qui va donner 2 polypes, donc c'est une reproduction asexuée. Et il y a aussi par l'intermédiaire d'œufs, une reproduction sexuée. Et à ce moment-là, vous allez avoir le petit polype qui va se fixer uniquement sur des endroits stables et solides. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va le trouver notamment près des côtes. S'il y a un volcan qui se forme, c'est sur ces substrats solides et stables sur lesquels ils vont se fixer. Donc en fait, si je vous donne un petit peu ces facteurs, c'est aussi pour comprendre, en fait, quand on les connaît mieux, on arrive mieux à comprendre quelles sont les causes en fait de
perturbation de ces récifs. Si la température est trop chaude, s'il y a trop de terre dans le milieu, la turbidité qui augmente, s'il y a des dessalures, etc. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de connaître un peu les facteurs qui conditionnent la croissance de ces récifs. Absolument. Quel est globalement l'état de santé des récifs coralliens dont vous vous occupez ? Tu veux venir, Lionel? Donc là, j'ai un collègue qui arrive en fait, qui travaille avec moi, qui était collègue, qui s'appelle donc Lionel Bigot, qui est de l'Université de La Réunion, du laboratoire d'écologie marine. Donc vous me demandiez l'état de santé de nos récifs à La Réunion. Donc c'est sûr que globalement, les récifs à La Réunion ils vont pas très très bien. Hein. Il y a pire dans le monde, mais en tout cas, c'est pas des récifs qui sont en parfaite santé, du fait justement d'une pression très forte. Hein. Il y a beaucoup de monde qui vit au bord de ces récifs. Il y a beaucoup de monde qui font des activités sur le récif. Il y a de la pêche, etc. Donc, c'est un des facteurs qui fait que ces récifs sont vulnérables. Et un facteur très important, c'est le fait que ces récifs sont jeunes. Ce sont des petits récifs frangeants, donc qui sont attenants à la côte, parce qu'au fil de l'évolution, en fait, les récifs, après, ils vont donc récifs frangeants, dans quelques millions d'années, on aura un récif barrière, et puis pourquoi pas, au final, un atoll. Donc ça, c'est un peu les stades de développement d'un récif corallien. Donc le récif à La Réunion est très jeune, donc il y a à peu près, je dirais, au maximum 500 mètres entre la plage et la barrière corallienne, et c'est un volcan qui est tout jeune. Donc vous imaginez les pentes. C'est vraiment il y a les flampes qui sont abruptes, hein, donc dès qu'il y a des grosses pluies, dès que tout ça, et surtout si les bassins versants, il y a beaucoup d'érosion aussi, parce qu'il y a beaucoup de construction, et tout ce matériel, cette terre, hein, ces polluants peuvent aller sur le récif, et donc l'impacter, d'autant plus que la barrière est à 500 mètres au bord, quoi. En Calédonie, la barrière, elle peut aller jusqu'à 80 km au large. Vous voyez, L'élément pour compléter ce que dit Pascal, qui est intéressant, c'est que depuis un peu plus de 10 ans, on suit très régulièrement ces récifs à travers des stations qu'on a positionnées, qui sont des stations sentinelles, en fait. Donc, ils n'ont pas pour objectif d'avoir une représentativité globale de l'ensemble du récif, mais qui sont positionnés effectivement comme des éléments qui nous permettent de savoir toujours au même endroit ce qui se passe, et ceci en les étudiant avec les mêmes méthodes. Donc, c'est ce qu'on fait à La Réunion. Et effectivement, malheureusement, j'ai envie de dire que le résultat est sans appel. Il est quand même, il y a des fluctuations selon les stations qu'on considère, plutôt derrière les vagues en porte externe ou dans le platier, mais le résultat est sans appel, c'est-à-dire qu'on est sur une pente qui s'est stabilisée un peu, puis qui chute progressivement en termes de recouvrement sur des coraux vivants ou des espèces emblématiques. Donc ça, ce constat, il est clair. Il est malheureusement clair, j'ai envie de dire. On pourrait s'imaginer qu'il y a des répits, mais non. On est quand même sur un constat de dégradation. Alors, pour tempérer un peu ce que je dis, qui est un peu négatif, il y a quand même des facteurs d'espoir, heureusement. Ces facteurs d'espoir, ce sont effectivement certaines stations qui ont un comportement un peu différent, une réponse un petit peu différente, avec un petit peu plus de résistance par rapport aux risques et aux événements qui interviennent. Et on peut se poser la question de savoir si justement ces stations et ces récifs et ces coraux qui résistent ne sont pas une source d'avenir, c'est-à-dire que des modifications profondes, génétiques probablement et autres, interviennent, et que donc on va peut-être vers des nouvelles formes de structures de communautés coralliennes qui serait donc un espoir pour une restructuration à venir de certains récifs. Donc, tempérer les deux, c'est-à-dire on peut avoir un discours négatif, mais pas seulement, aussi il faut avoir une note d'espoir. Et lorsqu'on fait, nous, des études dans d'autres environnements que La Réunion, sur d'autres récifs coralliens de la zone océan Indien, qui sont des zones de référence, on observe aussi des signes identiques. Ça veut dire que ce n'est pas une tendance spécifique à un endroit, mais c'est général. Donc, on peut avoir une action, je dirais, négative au sens général, mais c'est pas mon cas. Moi, je garde un espoir, malgré tout, malgré ce constat difficile, et je pense qu'il y a des sources d'espérer dans certains cas. Donc la nature est pleine de ressources, elle nous le montre, heureusement d'ailleurs, malgré nos erreurs, hein, les hommes, et donc ça, je pense que c'est très positif. Oui, alors je voulais vous dire, on a un petit problème technique qui fait que le son passe très bien, les images qu'on passe depuis chez nous passent aussi. Par contre, on n'a pas votre image sur la web TV, j'en suis absolument désolé, mais on va quand même...
c'est l'Internet. On va quand même continuer l'interview, ça ne pose aucun problème. De toute façon, ce que vous racontez est suffisamment intéressant pour qu'on se passe de l'image et qu'on garde le son. Je voulais vous poser une question. Quel est aujourd'hui le principal ennemi des récifs coralliens ? Alors, le principal ennemi pour moi, c'est l'homme. Je pense qu'avant de parler d'autres changements dont on pourra parler après, c'est, comme je vous disais, comme les récifs coralliens sont situés sur la côte, c'est associé à ces milieux côtiers. Donc, comme il y a une pression de plus en plus forte, il y a une démographie qui est de plus en plus importante, il y a des constructions, il y a constructions de marinades, d'aéroports même des fois, des constructions en général, de la pêche qui est aussi très importante. Donc c'est vrai que ces milieux, je dirais que l'ennemi principal, c'est vraiment l'homme et les activités qui sont associées à l'augmentation de la démographie qu'on observe dans ces milieux côtiers. Donc, pour moi, c'est la principale cause de la dégradation des récifs. Après, c'est vrai qu'il y a des dégradations qui sont aussi importantes et plutôt très inquiétantes, c'est les problèmes qui sont liés au changement climatique en général, parce que si vous voulez, autant la pression de l'homme elle est localisée sur un récif, on aura un impact localisé à bordure de mer qui est très très habité, mais ça sera localisé à cet endroit, quoi. Par contre, le changement climatique va taper en fait sur toutes les zones, qu'elles soient habitées ou non. Je vous parlais tout à l'heure des îles Éparses, c'est sûr que par exemple ces endroits sont particulièrement intéressants parce qu'il y a justement, on va suivre le changement climatique dissocié de la pression humaine directe. Voilà, donc puis il y a des pressions aussi, enfin il y a des dégradations qui sont aussi naturelles avec par exemple les cyclones qui font partie de la nature et qui arrivent très souvent sur nos côtes. Je dirais en gros il y a tous les 2-3 ans on a un cyclone, tous les 5-6 ans un cyclone plutôt dévastateur, majeur, mais à la limite ce qui est un peu inquiétant avec les dérèglements qu'on peut observer à l'heure actuelle, c'est que ces événements même de type cyclonique, même si le cyclone en fait il n'a pas que des effets négatifs sur le récif, ça permet aussi, c'est un peu comme une forêt, quand il y a une forêt qui est en partie détruite, ça permet à d'autres espèces de coloniser, de se régénérer. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est que c'est de plus en plus fréquent, je vous appellerai, c'est de plus en plus fréquent que ces perturbations en fait arrivent sur les milieux. Donc du coup le récif n'a pas le temps de se régénérer. C'est ce qu'on parle de capacité de résilience, cette capacité à réagir face à une dégradation. Plus un récif est sain, plus il pourra réagir de manière générale. C'est ce qui est dit dans la littérature. Mais en même temps, le problème, c'est que ces phénomènes sont de plus en plus fréquents et du coup, il a de moins en moins de temps de se régénérer, d'autant plus qu'il a de plus en plus de pression type humaine, anthropique, qui continue à agir sur ces écosystèmes. Et je compléterai ton propos. Juste par un mot, c'est que ce que l'on observe également, c'est que l'homme agit comme un système catalyseur. C'est-à-dire que des récifs qui sont stressés par des perturbations naturelles, même aussi naturelles entre guillemets soient-elles, c'est-à-dire des fortes pluies, des cyclones, etc., donc qui sont déjà stressés naturellement, lorsque l'on rajoute la dimension humaine, l'impact lié à l'homme, on amplifie la réponse de ces communautés, et ça c'est un vrai souci, c'est-à-dire que effectivement c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3 ou 4 ou 5. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, du coup, on en rajoute une couche. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'influence de l'activité humaine en tant que telle, c'est la synergie des deux types d'impact qui a une réponse encore plus amplifiée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'embêtant. D'où la nécessité de minimiser au maximum l'impact de l'activité humaine pour que, même si l'activité naturelle qui est récurrente, qui intervient depuis des milliers d'années persiste, on n'amplifie pas la réponse globale. Super, on a l'image maintenant. Incroyable, ça fonctionne parfaitement bien. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous êtes en train de tracer un portrait pas totalement noir quand même, et j'entends bien les nuances de gris que vous y faites passer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver les récifs coralliens ?
Donc les solutions existent, hein. C'est sûr que le constat est peut-être pas extraordinaire, mais il y a des solutions en tout cas pour essayer de limiter l'impact de l'homme, hein. Donc comme disait Lionel, c'est vrai que quand on laisse ces zones de manière sans pression humaine trop forte, ils arrivent à se régénérer dans le temps. Donc, d'où l'intérêt de faire notamment des aires marines protégées à la surface de la Terre. En fait, c'est ce qu'on appelle des AMP, qui permettent en fait de régénérer le système et d'augmenter la capacité de ce système à réagir parce qu'il n'a pas d'autre pression. La pression humaine sera moins forte. Donc, quand je parle des AMP, c'est aussi, ça ne veut pas dire mettre le système sous globe, ne plus avoir le droit de rien faire, c'est juste mieux gérer cet espace pour réfléchir, hein. C'est un peu ce qu'on est en train de faire notamment dans le cadre de notre formation, c'est essayer de réfléchir en fait aux solutions pour que le système soit moins impacté par les activités humaines pour qu'il puisse mieux résister aux événements type cyclonique ou changement climatique et autres. Donc ça, c'est une des solutions. Peut-être ce qui serait pas mal, c'est tu pourrais appeler peut-être Manu et Jocelyne peut-être pour parler de... Sinon, on fera intervenir d'autres personnes pour parler de ces AMP. Sinon, les autres solutions auxquelles je pense, c'est peut-être... il y a aussi le fait de créer des initiatives pour les récifs coralliens, pour la sauvegarde de ces récifs, notamment comme ce qui a été créé, donc il y a eu l'ICRI, hein, il y a l'International Coral Reef Initiative, donc ça c'est une initiative internationale pour la protection de ces récifs, dans lequel par exemple peut être et aussi englober ce qu'on appelle le GCRMN, le Global Coral Reef Monitoring Network, qui est en fait dans lequel, quand Lionel vous parlait du suivi récif qu'on fait à La Réunion, ce suivi récif est englobé dans ce réseau mondial de l'état de santé des récifs coralliens. Il y a aussi Mayotte, il y a aussi les îles Éparses, il y a toutes les autres îles de l'océan Indien. Les autres îles de l'océan Indien, du Pacifique, en Atlantique aussi, ce qui permet en fait de suivre l'état de santé du récif à l'échelle mondiale et de donner ces chiffres aux politiques pour qu'ensuite il y ait une protection qui soit améliorée sur ces récifs. Je pense qu'il y a aussi des solutions pour alléger la pression sur ces récifs. Donc, on parlait des AMP, mais il y a aussi... par exemple, installer des récifs artificiels au large pour soulager la pression sur ces récifs, ou les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, pour que la pêche soit un petit peu reportée sur d'autres zones que les zones coralliennes. Donc ça peut être aussi une solution. Voilà. Je pense qu'il y a un panel aussi réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les lois internationales de protection de certaines espèces emblématiques au sein des récifs qui vont aider dans cette démarche-là. Bon, je pense à la Convention de Washington avec protection de certaines espèces emblématiques. On est dans une démarche globale, donc il y a tout un panel de lois, mais on s'aperçoit quand même que malgré tout, ces lois sont intéressantes mais insuffisantes, et que donc la démarche plus active qui consiste véritablement à définir des aires marines protégées, aujourd'hui c'est effectivement de loin la meilleure solution, puis la plus pragmatique, celle qui est peut-être la plus proche des communautés locales en termes d'action et de réactivité par rapport à des situations. Alors elles répondent évidemment à la problématique qu'on vient de définir, où il y a donc peut-être des conflits d'intérêts sur certaines zones, et la réponse, j'ai envie de dire, c'est celle-là. Donc après on peut gérer ces aires protégées marines à travers, on va le voir, les personnes vous en parleront, des zones qu'on définira comme des réserves, d'autres des parcs. Alors il y a toute une subtilité sur la nomenclature, mais avec donc des modes de fonctionnement différents. Mais enfin, globalement, tournons pas autour du pot, on tourne toujours autour de la définition d'une zone spatiale sur laquelle on va réguler des activités. Réguler, j'ai bien dit réguler et pas interdire. Donc c'est ça, et trouver l'équilibre, le meilleur compromis là-dedans. Donc je pense qu'on peut appeler des spécialistes en la matière, et puis qui vous en parleront un petit peu plus. Jocelyne. Voilà. Donc quant à moi, je vous dis au revoir, et puis je passe la main à d'autres collègues. Et moi je vous dis merci. C'est un plaisir.
Oui, peut-être je rajouterai encore des petites choses par rapport à ce qu'a dit Lionel. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre le fonctionnement de ces récifs. Comme ces milieux sont extrêmement complexes, on observe une richesse, une biodiversité. Ça fait partie des biodiversités les plus fortes qu'on observe à la surface de la Terre. Donc, c'est des milieux qui sont extrêmement compliqués à comprendre, et donc il faut les étudier. Donc, je dirais qu'il faut aussi favoriser la recherche, c'est important. Parce que les règles de gestion, en fait, s'appliquent sur des connaissances que peuvent donner les scientifiques. Donc, favoriser la recherche, ça fait partie aussi des solutions, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, une dernière solution, à mon avis, qui est importante aussi, c'est la sensibilisation. Donc, parler aux gens des récifs coralliens, leur donner des connaissances, en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'un récif corallien, etc. Donc, ça, c'est important aussi d'informer le grand public. C'est un petit peu ce qu'on fait là aujourd'hui à travers notre interview qu'on fait avec vous. Voilà, donc je vais peut-être présenter les deux personnes qui travaillent sur les récifs coralliens, et en particulier sur les AMP. Donc d'abord Jocelyne Ferraris, qui est donc avec moi dans la même unité de recherche, qui est l'unité Coréus. Bonjour. Donc, bonjour Jocelyne, et puis Emmanuel Tessier, tu vas venir prendre ma place. Donc Emmanuel Tessier qui est le directeur de la réserve naturelle marine à La Réunion. Donc en fait, je pense que là vous avez deux personnes qui pourront compléter un petit peu les informations qu'on a données sur les aires marines protégées. Merci, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu plus en détail des aires marines protégées, depuis quand elles existent, quelles sont leurs superficies et est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus? C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment. Oui, tout à fait. Enfin, les aires marines protégées sont des zones de gestion qui sont relativement... Vous pouvez vous décaler un petit peu, on ne voit que la moitié de votre visage. C'est bon comme voilà. ça? Très bien. Bon, oui, parce que c'est inversé en fait. Oui, ce sont des aires qui existent, c'est assez récent en fait comme système de gestion. Je crois qu'en France, la plus ancienne, c'est Port-Cros, qui date de 1963, donc qui est relativement récente. Et comme ce sont des zones qui ont donné des bons résultats par le passé, on est en train de les développer sur tout le littoral français, aussi bien en Europe que sur les territoires outre-mer. Et il y a un objectif de la France, c'est d'avoir 10% de ces eaux qui soient en zone protégée, en aire marine protégée. D'accord. Et il a été question, là, le président de la République est allé à Mayotte au mois de janvier. Il a annoncé la création d'un parc marin à Mayotte. Est-ce que c'est une décision importante? Est-ce qu'elle était attendue? Qu'est-ce que ça va changer pour la région? Plus général, je te laisserai dire un mot par rapport à la région, puisque moi je ne travaille pas dans l'océan Indien. Donc le parc qui est annoncé effectivement pour Mayotte, en fait c'est un nouvel outil qui existe pour la France. La France est dotée en 2007 d'une nouvelle agence, l'Agence nationale des aires marines protégées, pour justement atteindre cet objectif d'un certain pourcentage d'aires marines protégées sur nos zones côtières. Et donc avec ce nouvel outil de parc. Et la notion de parc naturel marin n'existe pas, donc c'est un outil réglementaire qui va permettre effectivement de mettre en protection une certaine superficie de nos zones et de réguler les usages qui sont reliés avec l'espace maritime. Par rapport aux aires marines protégées, donc moi ce que je voulais rajouter en complément de ce que vient de dire Emmanuel Tessier, c'est que nous avons la chance effectivement avec l'outre-mer français d'avoir à travers les territoires et les collectivités d'outre-mer des grandes zones extrêmement riches, notamment reliées avec les écosystèmes coralliens en termes de biodiversité qui offrent un potentiel de protection extraordinaire pour la France pour atteindre cet objectif, d'où l'intérêt de l'Agence des aires marines protégées et de la France vis-à-vis de territoires tels que la Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ou les îles que l'on trouve dans l'océan Indien ou certaines zones aussi dans l'Atlantique. Et c'est vrai que nous avons quand même une chance, mais il faut intervenir assez rapidement pour effectivement assurer ces zones sous protection, quoi. Alors, par rapport à l'océan Indien... Par Mayotte, en fait, effectivement, la décision qui a été annoncée au mois de janvier est très importante, puisque à Mayotte, donc c'est la création d'un parc naturel marin, donc cette fameuse nouvelle réglementation depuis 2007, et qui englobe la totalité, en fait, de la zone économique exclusive de Mayotte. Et donc, en fait, l'ensemble des eaux sous juridiction mahoraise va être protégée. Et alors, ça ne veut pas dire que toute la zone va être complètement fermée à toute activité. Ça veut simplement dire que l'outil englobe l'ensemble de la zone et va permettre une gestion globale de cette zone marine, où on a à la fois des zones de récifs coralliens, puisque le récif corallien de Mayotte fait 1000 km², mais à la fois aussi des zones pélagiques, dans lesquelles il y a des ressources, par exemple comme les ressources tonnières, où il y a aussi des mammifères marins. Donc c'est un outil de gestion qui est très important. Je suppose que quand on crée une zone marine protégée, une aire marine protégée, ça se fait bien évidemment en concertation avec les pêcheurs locaux. Il doit y avoir un travail d'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce genre de choses? Est-ce que vous travaillez avec les pêcheurs locaux, par exemple? Oui, on travaille beaucoup avec les pêcheurs locaux. C'est un des groupes d'acteurs qui est souvent ciblé par les aires marines protégées, et avec lequel il peut y avoir souvent un peu des conflits au moment de la création des aires marines protégées, parce que bien sûr, quand on amène de nouvelles règles de gestion, on oblige les gens à changer leurs habitudes et on restreint souvent leur champ d'activité. À La Réunion, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, malgré des très très nombreuses concertations. Mais ce qui est important, c'est que le fil n'a pas été coupé et que depuis la création de la réserve marine à La Réunion, depuis 3 ans, on a des réunions très régulières avec les pêcheurs et on arrive maintenant à adapter les règles de gestion pour qu'il y ait une meilleure acceptation en fait de l'outil. On a plusieurs questions. On a plusieurs questions d'internautes qui arrivent en ce moment. Certaines sont assez surprenantes. Un internaute, un dénommé Christo, me demande: est-ce qu'on peut élever du corail en aquarium? Ça on va laisser Kim répondre. Oui. Oui. Vous pourriez étayer un petit peu votre réponse? Dans un aquarium d'eau de mer, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ce sont des choses qui se font maintenant de manière assez fréquente. Je dirais l'essentiel, c'est de bien maîtriser les paramètres pour la croissance de ce corail. Donc bien. La température, c'est relativement facile. Je dirais que la lumière, c'est peut-être un des facteurs les plus importants et qui est peut-être le plus difficile à maîtriser. Mais si on maîtrise toutes les conditions que le corail a besoin pour se développer, il n'y a pas de problème. On peut élever du corail en aquarium et même on peut le bouturer. Donc le bouturer, en fait, comme on casse une petite branche, l'essentiel, c'est de la refixer sur un support stable. Tout à l'heure, on parlait des conditions pour que le corail se développe. Il faut qu'il ait un substrat stable. Donc avec un petit peu de colle, on le fixe à un substrat, il arrive tout à fait à continuer sa croissance. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière assez fréquente et d'ailleurs qu'on utilise pour faire de la restauration des récifs coralliens. On peut faire du bouturage et dans le milieu naturel aussi on peut faire ça. Oui, ça ne doit pas être à la portée d'un aquariophile amateur, ce qui était, semble-t-il, le profil de notre internaute. Un autre internaute me demande concrètement comment on contrôle les aires marines protégées, comment on les protège, ces aires marines. Je vais vous donner le gestionnaire, là, il va répondre à la question. Je pense justement, c'est intéressant parce que c'est un travail qu'on est en train de faire tous ensemble, là. Le contrôle, bien sûr, il y a des forces de contrôle, des éco-gardes et des forces de police qui surveillent régulièrement la réserve.
et puis qui vérifie que l'ensemble des acteurs respectent les règles de l'ère marine, tout simplement. Après, il y a des moyens peut-être indirects, c'est pas vraiment de contrôle, mais de peut-être plus de gouvernance, on va dire, d'une meilleure organisation de l'ère marine. C'est par le biais des structures représentatives des acteurs où on arrive à adapter les règles de gestion en fonction des problèmes qu'on rencontre. Et je pense que c'est une des clés de la réussite, c'est-à-dire qu'il y a une concertation, une discussion entre tous les acteurs et le gestionnaire. Donc, oui, allez-y, continuez. Allez-y. Non, ce que je voulais, je vais peut-être rebondir sur ce que dit Emmanuel, là, justement, vous présenter un petit peu des gens qui travaillent justement sur ces conflits d'usage qu'on peut rencontrer sur le récif corallien, notamment à La Réunion. Vous disiez tout à l'heure, c'est un tout petit récif, l'espace est relativement réduit, il y a 12 km² en gros de récif corallien, et il y a beaucoup d'acteurs qui veulent continuer à utiliser ce récif. Oui, si vous pouviez essayer éventuellement de rafraîchir l'image. D'accord, je vais faire ça. Et en même temps, l'image. Je vais présenter donc les deux personnes qui travaillent. Aurélie Thomasin. Je ne sais pas si l'image, vous la voyez, l'image, ça va, là, elle est rafraîchie ou pas? Ça y est, de nouveau. Ouais. Donc, je vous présente Aurélie Thomasin, qui est doctorante, qui va bientôt passer sa thèse justement sur ces problèmes de conflit d'usage sur les récifs coralliens, qui est donc doctorante à l'IRD, et son directeur de thèse qui est aussi là, donc qui est Gilbert David, qui travaille aussi à l'IRD. Donc voilà, deux spécialistes donc ce sont des géographes. Je vous laisse vous présenter, ou je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur ces conflits d'usage. Justement, je voulais savoir comment ça se passe en général. Est-ce que vous êtes, quand vous arrivez dans quelque part et qu'on vient de décréter la protection d'une région, je suppose qu'on ne vous voit pas arriver avec le plus grand plaisir. Vous êtes des trublions, probablement. Vous modifiez les usages. Comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis? Comment vous êtes perçus? Est-ce que vous faites un travail d'éducation? Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Bon, alors c'est moi qui y vais. Déjà, c'est pas nous qui mettons en place cette réserve. Nous, on a juste un scientifique. On est scientifique, donc on est plus là pour aider à la création d'une réserve. Bien sûr. Donc voilà, mais par contre, je sais plus ce qui disait la question. Moi, je pourrais dire que plus en amont, dans le temps, on intervient, mieux ce sera. Si on intervient uniquement quand la réserve est décrétée, c'est trop tard. On est juste là pour un petit peu panser les plaies, réparer les dégâts. Donc, il y a toute une phase de concertation pendant que l'aire protégée est en phase de négociation. Savoir exactement quelles zones seront protégées, l'étendue de la réserve, qui seront un petit peu les bénéficiaires et les gens qui un petit peu seront les perdants entre guillemets, en espérant qu'il y ait le moins de perdants possible, voir s'il y a des compensations à avoir. Enfin, il y a toute une négociation pour que justement la création de l'aire marine protégée ne se traduise pas par des conflits. En fait, surtout ce que vous faites, c'est d'étudier le système. Et c'est de mieux comprendre ce système. C'est avant tout ça, avant de modifier les usages. C'est surtout de mieux comprendre les différents usages qui ont lieu sur l'espace qu'on essaye de protéger, de mieux comprendre les enjeux de chacun, leurs attentes par rapport à une projection dans l'avenir et une évolution de la ressource. Voilà, on essaye de concilier un petit peu les enjeux socio-économiques et les enjeux écologiques pour limiter justement les conflits d'usage et essayer de maximiser l'efficacité de la réserve. Vous disiez que si vous arrivez après la protection, après l'instauration de cette aire marine protégée, c'est trop tard. Est-ce que il faudrait pas commencer quasiment à la génération avant? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait pas commencer? Est-ce que vous faites une action de sensibilisation au milieu scolaire ou ce genre de choses, non pas pour aujourd'hui, mais pour ce qui servira à la génération prochaine?
Alors oui, effectivement, mais l'organisme de gestion de la réserve de marine de la Réunion a un gros volet de son action qui est centré sur la sensibilisation et notamment sur les actions auprès des scolaires, justement pour essayer de changer un peu les mentalités et de faire évoluer la société réunionnaise dans le bon sens, on va dire. Ensuite, c'est effectivement un processus qui prend du temps de toute façon. Si on arrive après l'instauration de la réserve, tout n'est pas perdu non plus. On peut quand même, par le biais de réunions, de concertations, adapter plus ou moins les réglementations. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de s'y prendre bien avant. Le plus en avant possible, bien sûr. Ouais. Mais j'ajouterais que actuellement on est face à un rythme de création d'aires protégées extrêmement rapide et je pense que la plupart des aires protégées seront mises en place avant que la génération des scolaires qui sont en école primaire arrive à l'âge adulte, hein, parce que là on est vraiment lancé dans l'objectif un petit peu dans tous les pays et de 20% du linéaire côtier en aires protégées, c'est beaucoup. On n'ira pas tellement au-delà, je vois pas trop sous 100 ans 50% du linéaire en aires protégées. Donc les aires protégées c'est une création qui est temporellement marquée et qui ça va être un processus qui a commencé il y a, je dirais, de manière importante, il y a une vingtaine d'années, qui va se poursuivre encore durant 20 ans, et je pense que dans les 40 ans, on aura tout bouclé. Donc c'est pour ça que la sensibilisation des jeunes est une action importante, mais je crois qu'il faut se retrousser les manches dès maintenant. Oui, bien sûr, ça c'est une évidence que c'est aujourd'hui qu'on doit protéger, et puis effectivement tabler sur ensuite l'intérêt des générations suivantes, de façon à conserver ce qui aura été protégé aujourd'hui, tout simplement. Une question qui concerne plus ou moins ce genre de choses. Est-ce que la pêche a une influence sur la disparition du corail ? On va laisser peut-être répondre le spécialiste de la pêche. Peut-être moi, je pense. Ouais. Est-ce que vous pourriez rafraîchir l'image, s'il vous plaît ? Parce qu'on a une image qui se fixe de temps en temps. On parlera de la pêche plus générale. Voilà, c'est en train de repartir. Ce sont les joies et les aléas du direct. Ouais. C'est un vrai bonheur. Est-ce que ça marche maintenant ? Impeccable. Impeccable. Ouais. Donc en fait, l'impact de la pêche sur le corail. Donc, alors la pêche peut avoir soit un impact direct via des outils, des engins, je dirais, d'extraction qui cassent l'habitat. On peut racler le corail. Il y a même des endroits où on mettait de la dynamite, donc ça casse l'habitat du poisson. Donc ça, c'est un impact direct qui est particulièrement néfaste, parce que, comme je disais tout à l'heure, ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, le corail est au poisson ce que l'arbre est à l'oiseau. Si on casse la structure du corail, on va casser son habitat et on va casser donc les poissons soit partiront, soit seront remplacés par d'autres espèces opportunistes. Donc ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact indirect, c'est la pêche, par exemple, si elle est ciblée sur les poissons herbivores, sur les poissons qui jouent aussi un rôle important dans l'écosystème. Comme dans l'écosystème corallien, il y a une compétition permanente entre le corail et les algues. Dès qu'il y a un dérèglement dans le système, ce qu'on observe en général, c'est une colonisation, le corail qui meurt et qui est colonisé très rapidement par les algues. Et du coup, les poissons herbivores ont un rôle extrêmement important à jouer pour réguler la prolifération des algues. Donc si on pêche trop de poissons herbivores, ça va dérégler en fait le fonctionnement de l'écosystème et puis en général même dérégler le fonctionnement à l'intérieur du peuplement de poissons, quoi. Donc oui, la pêche, ça peut avoir soit un impact direct, soit un impact indirect sur... Mais en tout cas un impact. En tout cas, un impact. D'accord. Donc, je vais peut-être profiter de l'occasion parce que, pour vous présenter quelqu'un qui travaille au niveau de la pêche, notamment des pêcheurs professionnels, qui est avec plaisir. Mais n'oubliez pas de rafraîchir l'image, là encore, s'il vous plaît. Donc en fait, je vais vous présenter donc David Guillaumard qui travaille au comité régional des pêches, qui va vous parler un petit peu de la pêche professionnelle à La Réunion. Et puis peut-être Aurélie qui pourra aussi dire un petit mot sur une pêche qui est très, c'est ce qu'on appelle la pêche informelle, qui est sur lequel elle a quand même beaucoup travaillé et qui est un de nos objets de préoccupation dans le cadre de cette formation de jeu de rôle, parce que c'est vraiment une pêche qu'on a du mal à quantifier, à analyser à La Réunion, parce que justement elle est informelle. Et voilà, je
laisserai Aurélie en parler plus en détail. Et déjà, David, est-ce que vous le voyez, David? Oui, très bien. David, présent. Voilà. Bonjour. Oui, bon. Peut-être pour revenir vite fait sur l'intervention de Pascal sur le corail, dans le cadre de la mise en réserve de la côte ouest de la Réunion et de la réglementation pêche professionnelle, il y a eu une interdiction d'utiliser notamment dans les zones coralliennes les filets qui étaient par exemple utilisés par les pêcheurs professionnels pour capturer les langoustes. Avec justement ce souci de pas les installer dans les zones coralliennes pour éviter en les manipulant de casser certaines patates de corail. Donc voilà, ça a été réglementé. Avant, c'était peut-être effectivement quelque chose qui était moins un souci de la part des pêcheurs. Maintenant, les pêcheurs étant rentrés complètement dans la démarche d'aire marine protégée, ils soutiennent la démarche de réserve. Les pêcheurs professionnels, j'entends. C'est quelque chose sur lequel il travaille de plus en plus. Globalement, votre travail est accepté. Les pêcheurs comprennent la nécessité, je suppose, de protéger la mer et le récif corallien qui est leur gagne-pain aujourd'hui et s'il doit l'être encore dans l'avenir, bien évidemment. Alors, ça s'est pas fait sans heurts, hein. C'est clair que dans la mesure où il y a eu un certain nombre de zones de pêche qui ont été soit interdites directement d'accès, soit interdites au niveau de certaines techniques de pêche et de certaines espèces, notamment les espèces très sédentaires, les mérous, les espèces typiquement coralliennes, évidemment, il y a certains pêcheurs qui ont été, la plupart d'ailleurs ont été assez critique vis-à-vis de la démarche. Et ce qui reprochait aussi beaucoup, c'était le patchwork, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu l'organisation de la réserve marine à La Réunion. Il y a toute une série de réglementations selon les zones. Oui. Il y a des zones complètement interdites d'accès à tout le monde. Et ça, d'ailleurs, les pêcheurs sont plutôt favorables. C'est-à-dire ils considèrent que eux-mêmes n'ayant pas droit d'y accès, personne n'y a droit. Donc il y a ce côté psychologique qu'il faut, je pense, prendre en compte quand on définit une zone d'aire marine protégée. Mmh. Mais à côté de ça, il y a certaines techniques qui leur sont interdites dans certaines zones. Par contre, certaines zones qui leur sont autorisées uniquement à eux, pêcheurs professionnels, par rapport aux pêcheurs plaisanciers. Ce qui est une problématique ici. Il y a beaucoup de pêcheurs plaisanciers qui sont en conflit sur la ressource avec les professionnels. Donc finalement, ils s'y retrouvent, même si au départ ça a été difficile, si au départ il y a eu un gros travail d'explication et qu'il faut continuer d'ailleurs tous les jours. Au comité des pêches, on est tous les jours sans cesse sur le terrain à expliquer aux pêcheurs un petit peu la zonation, leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis de ce nouvel outil. Mais ils sont, après on va dire un petit recul de 2 ans et demi, ils sont quand même assez enthousiastes parce que on s'est rendu compte que sur certaines zones, il y a du poisson qui revenait et c'est assez spectaculaire. C'est-à-dire il y a certaines espèces comme certains mérous qui retrouvent dans des zones très côtières, donc autour du récif corallien, que ça faisait des années qu'ils ne voyaient plus, quoi. Donc ils sont plutôt optimistes. Maintenant, l'effet de débordement, de recolonisation des zones de pêche autour de la réserve à partir donc de ce réservoir, moi c'est ce que souvent je leur dis, une réserve c'est un réservoir, dites-vous ça, vous allez l'accepter plus facilement parce que à un moment le réservoir il déborde. Et en gros c'est cet effet spillover comme on dit qu'on attend encore parce que on est encore vraiment dans une phase de démarrage. 2 ans c'est rien à l'échelle des processus biologiques et écologiques. Donc, mais comme je vous disais, il y a quand même un certain nombre, parce que mine de rien, certains pêcheurs ou plaisanciers ou professionnels qui n'avaient pas compris encore la réglementation, qui sont quand même allés pêcher dans les zones de réserve et qui se sont rendus compte que il y a du poisson qui est revenu parce que justement la plupart respectent la réglementation. Donc grâce à ces entre guillemets coups de pêche informels, on a pu avoir des retours positifs sur l'effet de la réserve. Peut-être une chose vite fait. Oui. Est-ce que vous pourriez rafraîchir l'image, s'il vous plaît ? Ce serait mieux de vous voir en mouvement plutôt que figé. Faites-le régulièrement, toutes les 5 minutes, s'il vous plaît.
Mais juste peut-être une remarque par rapport aux objectifs de 20% d'aires marines protégées, dont 10% en no-tech, c'est-à-dire aucune pêche autorisée. Les pêcheurs professionnels à l'échelle française ont quand même été assez désappointés de se voir imposer ces objectifs-là, notamment dans le cadre du Grenelle de la mer, où ils ont participé. Et ce qu'ils auraient souhaité, c'était de pouvoir être associés dans la définition des objectifs, des zones, de manière beaucoup plus précise, plutôt que d'afficher un chiffre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de zones que les pêcheurs ont mis en cantonnement de pêche par eux-mêmes sur tout le littoral français et outre-mer, et qui n'ont pas été prises en compte. Et ce qu'ils ont peur, c'est vraiment qu'on leur impose, encore une fois, comme ça s'est un peu passé à La Réunion en termes de zonation, alors que peut-être il aurait été plus pertinent de mettre une grande zone sanctuaire complète. Bon, maintenant ça se discute, mais ils auraient préféré être plus associés à ça, même s'il y a eu effectivement tout un travail de concertation. Ils veulent être associés à la démarche, et c'est aussi l'objet de la participation. C'est tout à fait logique, d'une certaine façon. Ils sont aussi complètement partie prenante. Je ne dirais pas que ce sont eux qui connaissent le mieux la mer et ses ressources, mais ils la connaissent également, et ils sont effectivement partie prenante dans ce processus. Donc il me paraît absolument normal qu'ils soient dès le départ impliqués dans la définition de ce genre de zone. En fait, ce que je voulais dire, c'est que donc le comité des pêches travaille essentiellement donc avec les pêcheurs professionnels, avec les professionnels, pose le moins de soucis. Voilà, c'est sûr que voilà. Et le souci, le problème à la Réunion à l'heure actuelle, c'est plus la pêche informelle que tu étudies, Aurélie, qui fera l'objet en fait du jeu de rôle qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Là, tu peux dire un petit mot, et moi je vais chercher les formateurs, comme ça on a besoin. Mais la pêche informelle, donc il nous reste quelques minutes là, pas plus, environ 5-8 minutes. Donc je vous écoute à propos de la pêche informelle. Pêche informelle, donc c'est la pêche les pêcheurs qui n'ont pas de statut, donc qui ne sont pas professionnels, et qui donc par le manque de statut n'ont pas d'organisme qui portent leur voix pour défendre leurs intérêts, au même titre que les pêcheurs professionnels peuvent bénéficier du comité des pêches. Et donc du coup, ces pêcheurs ont été beaucoup moins associés au début de la réserve dans la concertation, ce qui a découlé, ce qui a provoqué de nombreux conflits avec ces pêcheurs. Ces conflits sont d'autant plus accentués par le fait qu'on les connaît mal, on connaît mal le nombre de pêcheurs, leurs techniques, leurs attentes, etc. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir les formateurs là, du CIRAD, donc avec lesquels on est en train d'élaborer un jeu de rôle, avec notamment cette pêche informelle qui est au cœur de nos préoccupations. Donc je vais vous les présenter. Attendez, avant de me les présenter, vous allez rafraîchir l'image. Voilà, c'est parfait, impeccable. Alors ils sont 3. Alors il y a Jérôme Kest, qui vient. Oui. Williams Daré et Christophe Lepage. Donc Bonjour. Qui sont nos 3 formateurs spécialistes des jeux de rôle. Donc je vous les laisse vous présenter un petit peu le principe. Il faut arriver à vous mettre dans l'image tous les 3. Voilà, c'est pas mal. On vous a presque tous les 3. Voilà, très bien. Très bien. Alors, racontez-moi un peu ce que vous faites. C'est qui commence. Juste pour vous dire en quelques mots ce qu'on fait, c'est qu'ici, donc, je ne sais pas si on vous a expliqué qu'on est en fait je pense que Pascal a dû expliquer qu'il y a une session de formation qui se déroule en ce moment, et le moteur de cette formation, c'est la construction d'un jeu de rôle. Donc en fait, nous, en tant que formateurs du CIRAD, on veut apporter un peu notre expertise dans le développement de ce type d'outils d'animation qui sont basés sur des mises en situation. Voilà. Et là, on applique un peu cette technique-là au cas d'étude qui vous a été présenté et décrit précédemment. Sachant que l'expertise a été acquise sur d'autres ressources, la gestion d'autres ressources, que ce soit l'eau, la biodiversité, etc. Et donc, vous avez choisi de faire un jeu de rôle pour faire comprendre la nécessité de protéger le récif corallien. Racontez-moi un petit peu comment vous est venue cette idée. Alors à l'origine, donc la technique des jeux de rôle,
C'est une technique qui a été développée depuis une dizaine d'années à peu près par un collectif de chercheurs donc, qui s'appelle le collectif Commode, qui regroupe principalement des chercheurs qui s'intéressent donc à la gestion des ressources naturelles. Et donc au cours d'expérimentation de terrain, je dirais que l'outil jeu de rôle, qui est souvent combiné avec des simulations informatiques, s'est révélé empiriquement relativement pertinent et pratique. Donc une fois confronté, on va dire, à des situations réelles, pour mettre en regard différents points de vue d'acteurs qui sont parfois dans des situations un petit peu difficiles de multi-usage d'une ressource ou qui ont besoin, on va dire, de concerter, d'harmoniser les représentations des différents acteurs pour, par exemple, établir des plans de gestion ou pour juste améliorer la communication. L'intérêt des jeux de rôle par rapport aux autres outils plus classiques d'aide à la décision ou d'aide à la concertation sont que là, on met les acteurs en situation d'action en les faisant jouer leur propre rôle ou des rôles d'autres personnes. Et donc, ils sont amenés par les interactions entre leurs différents rôles à se rendre compte de l'impact de leur activité sur le territoire, sur l'espace, sur les ressources. Et ça, simulé dans le temps, ça permet de rendre compte non pas ce qui est classiquement fait sur des modèles, de se limiter à des actions qui sont fixées dans le temps, qui sont avec une dimension temporelle faible. Là, on se retrouve avec une projection dans le temps, ce qui permet en fait de rendre compte de l'action, des règles de décision, des règles de gestion qu'on a pu appliquer, on a pu décider aujourd'hui. On voit les conséquences de leur application sur 5, 10, 20 ans. Et donc, les intervenants de ce jeu de rôle peuvent être amenés à jouer leur propre rôle et à jouer aussi le rôle de quelqu'un qui est totalement différent, qui a une autre fonction. Voilà, donc ça dépend un peu des objectifs de l'utilisation de ce type d'outils. Il y a des situations dans lesquelles il est effectivement particulièrement intéressant de proposer à un acteur de se mettre dans la peau d'un acteur avec lequel il est habitué à interagir, mais dans le jeu de changement, de basculement des rôles, ça te permet de réellement prendre conscience de la façon de penser, d'une façon de penser à laquelle on n'est pas habitué, puisque donc on a à prendre des décisions sur des actions qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de pratiquer dans ces activités de tous les jours. Donc pour un peu justement mieux percevoir la façon de penser des autres acteurs, c'est ce genre de mise en scène est assez efficace. En fait, l'hypothèse sous-jacente, c'est de considérer que de nombreuses difficultés de gestion, qui peuvent aller jusqu'à des situations de tension, voire de conflit, sont souvent liées à des méconnaissances de l'autre, tout simplement, quoi. Oui, tout simplement. Mais, est-ce que je peux vous demander de rafraîchir l'image, une fois de plus ? Et puis on va vous voulez que je vous montre un petit peu la formation, peut-être voir un peu en action comment travaillent les gens pour avoir une idée un petit peu de ce qui se passe à côté là, parce qu'on est dans une salle, mais il y a un brainstorming assez important là, juste à 2 pas, avec les 3 groupes qui travaillent sur ce jeu de rôle. Donc peut-être avoir une petite idée de comment ça se passe. Allons-y. Vous voulez qu'on... Ouais. Juste, petite précision quand même sur la démarche dans laquelle se situent ces jeux de rôle. C'est pour expliquer donc pourquoi est-ce qu'on a tout ce brainstorming, c'est que on va s'attacher en fait à construire à chaque fois de nouveaux jeux de rôle. Non pas pour, je dirais, l'amusement de construire de nouveaux jeux de rôle pour chaque situation, mais dans l'optique en fait d'impliquer les acteurs locaux dans la construction de ces jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il est important pour nous, donc, d'une part, d'impliquer donc, les chercheurs ou les gestionnaires qui sont sur place, donc ici ce sont les gestionnaires de la réserve marine, mais aussi d'impliquer les joueurs donc, qui plus tard vont jouer le jeu, à une évolution du modèle sous-jacent et à une évolution du jeu de rôle de façon à on va dire maximiser l'appropriation du jeu et
l'appropriation du jeu par les joueurs et donc par les participants derrière. Le fait de se placer dans une démarche itérative où on va partir sur le principe que le jeu va évoluer à chaque fois qu'il est joué en intégrant les remarques des joueurs, va nous permettre de partir vers une famille de jeux qui vont être de plus en plus pertinents et qui vont à chaque fois s'attacher à traiter le problème qui a été identifié par les participants. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation, juste pour préciser les groupes qu'on va vous montrer juste après, là, le brainstorming est particulièrement bouillonnant parce que dans la constitution des groupes, on s'est débrouillé pour avoir à la fois des gens qui viennent de thématiques, en tout cas de disciplines différentes, qui ont un degré de connaissance généralement très bon du problème des aires marines protégées ici à La Réunion. Et donc chacun vient avec déjà aussi un modèle mental de comment fonctionne ce système, avec des idées sur ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, etc. Et là, ils doivent co-construire, et donc ils doivent arriver jusqu'à une vision partagée par tous d'un jeu de rôle, puisqu'en fait les trois groupes sont en train de travailler en parallèle et qu'ils travaillent tard ce soir, parce que demain matin, en fait, on va faire une restitution et on va élire le jeu de rôle sélectionné qui sera finalement préparé jusqu'à ce qu'on puisse le tester. Il y a des personnes qui vont venir de l'extérieur de la formation le dernier jour, vendredi, pour être un peu les cobayes du jeu. Et donc, notre ambition, au travers de cette formation, c'est de sortir de cette semaine avec un prototype de jeu qui ensuite sera utilisé avec les acteurs ici à La Réunion. Et est-ce que vous allez faire une vidéo de ce jeu de rôle ? Oui, c'est prévu. C'est prévu. Écoutez, on espère bien l'avoir un de ces jours. Oui, on va être obligé de conclure. Je vous remercie de toutes ces informations que vous nous avez données. Je dois dire que je pense que c'était non seulement intéressant, mais que ça a mis en lumière quelque chose qui est relativement peu connu en métropole, c'est-à-dire les aires marines protégées, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et malgré les petits soucis de transmission d'images, tout le monde y a trouvé son compte. Et je vous remercie infiniment pour votre aide. Merci et au revoir. Au revoir.